Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui est Guillaume Vendée, qui est un ami à moi. On a déjà enregistré plein d'épisodes pour le podcast Club JDR. On est fans de jeux de rôle tous les deux. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, c'est un fan de technologie, il s'y connaît super fort. Et il a un podcast sur le sujet, d'autres choses encore. Enfin, il est tech savvy, comme je l'appelle. Pas du tout mon genre, en fait. Vraiment, je suis à l'opposé de lui. Mais bref, il va nous parler de est-ce que Facebook peut nous écouter. Salut Guillaume. Salut Jean-Michel. Écoute, merci beaucoup de me laisser un peu pouvoir m'exprimer sur ton podcast, c'est cool. Ouais, et puis je vois toujours passer tes trucs sur la technologie et je suis toujours admiratif parce que moi, j'y comprends rien. Mais... c'est inquiétant quand tu dis ça parce que ma volonté, justement, c'est de pouvoir aussi le vulgariser dans une certaine mesure. Alors, ça veut dire que je fais peut-être pas bien mon travail. J'essaie de le faire encore mieux. Mais non, mais c'est sympa de couvrir ce sujet-là parce que c'est des sujets qu'on couvre pas tellement et puis dans la communauté sceptique et puis ça vaut la peine. Voilà. Très bien. Ben oui, donc j'ai vu que récemment, tu avais eu des conversations avec ça sur Internet, avec des gens qui s'imaginent que Facebook peut nous écouter. Donc c'est un peu ce qui a amené à cet épisode. Tu peux nous raconter quel est le problème? Ouais, alors le problème en fait c'est quelque chose qu'on peut peut-être tous avoir perçu si on utilise un peu les réseaux sociaux. Tu sais, le sentiment il est toujours un petit peu le même, c'est que tu as une conversation avec des amis dans un bar, chez toi, au travail, sur un sujet donné. On pourrait parler, je sais pas, d'un sujet que tu n'as pas l'habitude d'ailleurs d'échanger avec tes proches, un voyage, des animaux, etc. Et subitement, quelques jours après, dans ton fil d'actualité, tu vois monter une publication médiatisée qui reprend très précisément le sujet que tu as abordé. Et là, tu te dis, mais attends, c'est complètement dingue, j'ai pas fait de recherche sur ce sujet sur Internet. J'ai pas exprimé de centre d'intérêt sur Facebook, j'ai pas été liker une page en particulier. J'ai l'impression que j'ai fait aucune interaction numérique. Et pourtant, Facebook arrive à m'envoyer des publicités sur ce sujet-là. Alors, il y a une explication très simple, c'est qu'il nous écoute. Et ce sentiment, il est souvent renforcé quand tu te rends compte que l'application Facebook sur ton mobile, elle accède à ton micro, parce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier assez facilement sur son smartphone, c'est les autorisations. Et effectivement, souvent, l'application Facebook a l'autorisation du micro. Du coup, la réaction qu'on a souvent, c'est de se dire, bah ouais, Facebook nous écoute. Et quand on creuse un peu sur Internet, on se retrouve très très vite avec ce sujet qui peut être abordé, ou même évidemment sur les réseaux sociaux où il y a plein de vidéos vidéos YouTube, pardon, qui montrent ça. Et donc, c'est un sujet d'inquiétude, et je trouve ça intéressant d'essayer de le creuser. Alors, je vais spoiler un petit peu la fin de cet épisode, Jean-Michel, j'en suis désolé, mais je ne sais pas dans le fond si c'est vrai ou si c'est pas vrai. J'ai juste d'énormes raisons de penser que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible et que c'est pas le cas. Mais évidemment, on pourra rentrer dans le détail tous les deux. Oui, enfin, je sais pas, moi, encore une fois, j'y connais pas grand-chose. Je me dis, bon, bah, c'est l'algorithme qui arrive à détecter. Enfin, bon, alors, pour quelqu'un comme moi, l'algorithme, c'est un petit côté magique, quoi. Ça sait faire des choses magiques. Bon, si tu veux, on peut même rentrer un tout petit peu dans les détails pour essayer de comprendre comment ça marche quand on parle de l'algorithme Facebook, parce que le mot, il fait peur, quoi. Tu as l'impression que c'est une version moderne d'une nouvelle de Lovecraft où on commence à vouloir te faire peur sur un truc. Et donc, quand on nous parle de l'algorithme, on a peur. Et en fait, il faut peut-être juste reprendre un tout petit peu l'historique. Facebook, à la base, bien avant, c'était plus que ça, mais dans ces itérations les plus récentes, c'est grosso modo la possibilité d'interagir entre personnes et puis surtout de suivre des pages, alors qui peuvent correspondre à des entreprises. Il y a plein de marques qui ont leur page Facebook. Ça peut être le cas d'œuvres aussi. Ça peut être le cas de groupes, d'associations ou de podcasts. Et il peut y avoir évidemment des pages Facebook sur des podcasts. Et donc, on va liker ces pages. Et donc, en gros, c'est tout simplement une terminologie qui correspond au fait qu'on s'abonne à cette page et qu'on va recevoir des contenus qui vont être diffusés par cette page dans notre fil d'actualité. Et cette mécanique, elle a fonctionné longtemps de manière assez simple, mais très vite, les gens ont suivi beaucoup trop de pages. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en moyenne, on est dans des centaines de pages que doivent suivre chaque utilisateur de Facebook. Et bien évidemment, pour se retrouver dans ce contenu qui remonte dans ton fil d'actualité et pour pas avoir un fil d'actualité qui se recharge toutes les secondes, Facebook a choisi de mettre en place un algorithme qui va
essayer d'intelligemment afficher les contenus qui sont les plus pertinents pour chaque utilisateur. Il y a eu deux volontés là-dessus. D'une part, comme je viens de le dire, de ne pas être amené à diffuser 100% des contenus qui sont diffusés par toutes les pages qu'on peut suivre, sinon ce serait indigeste. Mais évidemment, ça reste une entreprise, ils veulent très logiquement faire des bénéfices et ça a été une possibilité pour eux de vendre de la publicité. Et donc, quand tu gères une page Facebook, tu peux choisir de médiatiser et donc de faire de la publicité sur certains de tes contenus. On estime que par défaut, une publication qu'on va envoyer sur une page Facebook va être vue par en gros 2% des fans. Les chiffres sont variables selon les centres d'intérêt des pages. Ça varie dans le temps aussi, mais en gros, on estime qu'il y a à peu près 2% des gens qui sont fans d'une page qui voient son contenu, sauf si la page choisit de passer à la caisse auprès de Facebook et de dire non, moi je veux que plus de mes fans voient cette publication, donc on peut payer comme ça. Et puis, quand tu gères une page 2%, Facebook… c'est encore moins que ce que je pensais. C'est vrai que c'est vraiment pas Et je grand-chose, pense que c'est une estimation haute en plus. Alors, ça dépend encore une fois sur des petites communautés, tu vois, sur des pages qui sont suivies par des dizaines, des centaines de personnes. Ça peut être des gros pourcentages, mais sur plus de quelques milliers, on est sur vraiment de l'ordre de quelques poignées de pourcents de ces fans qui peuvent voir le contenu. Et alors, il y a donc la mécanique de faire afficher ton contenu à plus de gens qui suivent ta page, mais il y a aussi la possibilité, pour quand tu gères une page, d'aller diffuser ton message dans le fil d'actualité de gens qui ne suivent pas ta page. Donc toi, peut-être demain, Jean-Michel, tu peux avoir une page sur un livre, sur le paranormal que tu as écrit, et puis tu veux aller toucher d'autres personnes dans Facebook qui ne suivent pas ta page pour leur afficher le contenu lié à ton livre. Et ben, tu peux là aussi payer Facebook pour aller diffuser ton contenu auprès des gens qui ne suivent pas ta page, pour leur faire découvrir, parce que tu penses qu'ils ont des centres d'intérêt assez proches. Bah oui, je le fais en fait. Ah. Évidemment, oui, je paye parfois. Et alors, je vise par exemple les athées ou C'est ça. la communauté sceptique, ou je me mets avec des mots-clés, et ça va au-delà de ma page, effectivement. Ouais. C'est ça. Alors justement, dans Facebook, tu as plusieurs critères de ciblage. Tu as les critères socio-démographiques, l'âge, le sexe, le lieu de résidence, etc. pour diffuser ta pub aux personnes qui peuvent acheter ton produit ou qui sont en affinité. Et puis effectivement, tu as la possibilité de cibler par centre d'intérêt. Et donc, quand on parle de l'algorithme, c'est donc cette mécanique qui, à la base, fait que Facebook t'affiche certains contenus ou ne te les affiche pas forcément, et ce, pour être le plus pertinent possible. Et puis, on l'a compris aussi pour cette vertu publicitaire. Et on ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'on est ciblé par une publicité sur Facebook. Il y a un petit bouton en haut à droite de chaque publicité sponsorisée. Vous pouvez aller vérifier vous-même les critères de ciblage qui font que vous faites partie des gens à qui Facebook, ou plutôt les gestionnaires de pages, envoient ce contenu. Mais ça reste très flou. Et donc, il y a à la fois une simplicité dans le fonctionnement, parce que ce que je viens de décrire, je pense, n'est pas forcément très, très complexe, mais en même temps, il y a énormément d'aspects nébuleux sur le fonctionnement, et on peut avoir l'impression que Facebook nous cible sur des contenus et qui nous enregistre notre micro en permanence pour arriver à comprendre qu'on est intéressé par tel ou tel centre d'intérêt. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que les gens ils ont aimé des pages, tellement de pages qu'ils ne s'en souviennent même plus, et alors du coup ça joue aussi, je suppose, l'oubli naturel. Tu as entièrement raison. Ça fait partie des éléments qui font qu'on est ciblé. En fait, je viens d'expliquer le fonctionnement de l'algorithme, mais on peut essayer de creuser ensemble pourquoi est-ce que demain, si jamais tu échanges avec un ami qui est passionné de poissons carnivores, de quelle nourriture il faut pour les nourrir, pourquoi est-ce que demain, alors que tu n'as fait aucune recherche sur Facebook, tu as une publicité pour la nourriture pour poissons carnivores qui arrive? Effectivement, au-delà de ce qu'on pense, nous, on peut être amené à avoir liké ou avoir interagi avec des contenus en ligne qu'on ne soupçonne pas être en lien. En fait, je pense qu'on a une empreinte numérique aujourd'hui qui va bien au-delà de ce pour quoi on est conscient. C'est des sujets que vous avez déjà abordés largement dans Scepticisme scientifique sur plein d'autres aspects, mais on n'est pas suffisamment maître pour savoir de manière très exhaustive ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. D'autant que Facebook, effectivement, a des manières pour capter nos centres d'intérêt autrement que dans Facebook. Par exemple, il faut savoir que le bouton j'aime qu'on a sur les blogs, sur les sites d'actualité, ce sont des trackers, ce sont des outils technologiques qui permettent de suivre le fait que quand on est connecté à Facebook, on va lire cet article, le fait qu'on va aller parcourir tel contenu sur tel site.
D'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles les acteurs du numérique aujourd'hui commencent à lutter. Il y a Apple qui se fait un petit peu le chevalier blanc de la lutte contre cette forme de captation de données et qui brouille un petit peu les cartes. Mais aujourd'hui, par défaut, sur un fonctionnement technique très sommaire, quand je vais aller sur un article du Monde, s'il y a des boutons like, des boutons j'aime de Facebook qui sont intégrés, potentiellement, le réseau publicitaire Facebook va savoir que je suis allé sur cette page. Évidemment, ça fait un volume de données qui est assez important. Il y a aussi le fait que on peut faire attention à certaines publicités justement parce qu'on en a parlé. C'est-à-dire que peut-être que la publicité de la nourriture pour poissons carnivores, j'en ai eu des dizaines des publicités auparavant parce qu'on est soumis à énormément de publicités. Je pense qu'on ne se rend pas compte le volume de publicités auquel on est soumis. Je n'ai pas de chiffres en tête, mais c'est évidemment édifiant. Et notre attention est captée parce que justement, on en a parlé juste avant, c'est le syndrome un peu de la voiture qu'on va acheter. Tu sais, on a ce modèle de voiture en tête, on se dit tiens, je vais peut-être acheter ça et subitement sur la route, tu la croises dans toutes les rues, quoi. À part certains véhicules de collection, mais c'est vraiment un syndrome qui est assez communément répandu et qui peut se manifester aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi quelque chose qui explique le fait qu'on puisse être soumis à ce type de publicité de manière très, très pertinente. C'est que effectivement, Facebook a cet algorithme de diffusion de contenu, mais ils ont aussi de l'intelligence dans le fonctionnement de leur service qui est très, très poussé et qu'ils arrivent justement avec une somme de signaux faibles à avoir un profil très fiable de ce qu'on aime. Je pense que si on répond à quelques questions clés à Facebook sur ce que toi et moi, Jean-Michel, on aime, ils vont être très, très, très forts pour nous mettre dans des cases d'audience qui pourraient correspondre à certaines audiences. Et c'est peut-être ça qui fait au fond le plus peur, c'est que ce n'est pas quelque chose qui serait de l'ordre d'un complot établi dans une boîte telle que Facebook à notre rencontre, mais c'est plutôt le fait que sur la base de notre comportement complètement normal aujourd'hui, ils en arrivent à déduire des choses qui sont très fines et très précises et que leur ciblage publicitaire puisse être très, très pertinent. Ça, c'est les choses qui expliquent. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, toi, Jean-Michel, que ce soit des expériences ou des parallèles que tu peux faire sur d'autres sujets. Parce que je suis en train de... Non, mais une de mes premières réactions, c'est évidemment, moi, je me chope plein de trucs de pubs sur des trucs paranormaux qui m'horripilent prodigieusement. Ouais. C'est la contre-publicité. En fait, ils se trompent et ils m'envoient des pubs pour des stages de Reiki et d'imposition des mains, des machins. J'ai dit, mais oui, j'ai dû cliquer sur que j'aimais bien le paranormal quelque part. Mais heureusement, leur profiling n'est pas encore parfait. Mais ouais, non, sinon, ça me fait rire parce que ça me fait aussi penser à plein de trucs de science-fiction, évidemment, comme Minority Report avec la prédiction. Oui. Arriver à faire des profils de gens tellement au point qu'on pourra prédire avec une précision très, très forte les meurtres, etc. Enfin, comme on dit en cyberpunk, le futur, c'était hier. Hein, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs, quand on parle là aussi d'algorithmes, hein, ce sont des mécaniques qui se mettent vraiment en place dans certains pays. Jusque-là, ce que tu décris, hein, d'essayer de prédire les lieux où il peut y avoir des crimes, pas de manière aussi fine que dans le film, évidemment, mais avec des tendances pour renforcer des présences policières sur certains secteurs. Ce qui là aussi peut faire un petit peu froid dans le dos, peut-être beaucoup plus légitimement que les pseudo-complots que je décrivais. Mais c'est des choses auxquelles on arrive. Alors, les résultats ne sont pas énormes, sont pas très convaincants pour l'instant, mais peut-être que ça va évoluer. Il y a un truc aussi que je voulais souligner, Jean-Michel, là-dessus, c'est que je pense un des critères d'explication qui favorise ce sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il ne faut pas nier non plus que ces boîtes, c'est des maladresses permanente. Probablement beaucoup de monde a entendu parler de l'affaire Cambridge Analytica, donc il y a des espèces de scandales de gestion de données avec des abus clairs et évidents. C'est la raison pour laquelle il y a des législations comme le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, le fameux RGPD, qui se mettent en place. C'est qu'il y a des choses qui sont clairement abusives sur la collecte de données. Et ça fait office de suspect parfait. Je pense qu'effectivement, Facebook, on peut défendre certaines choses. On peut notamment pas facilement les incriminer de nous écouter avec notre micro en permanence sur notre smartphone. Je pense que c'est pas vrai. On va encore plus détailler après. Mais par contre, c'est très très loin d'être des acteurs qui ont montré patte blanche. Et je pense que ça entretient un petit peu ce sentiment aussi auprès du grand public. Le fait qu'il y ait tous ces scandales
Il y a même quelque chose de tentaculaire. Tu parlais du cyberpunk. Dans le cas de Facebook, c'est à la fois le réseau social, mais c'est aussi une entreprise énorme qui a racheté WhatsApp. Donc, ils ont évidemment aussi beaucoup d'utilisateurs de messagerie. Ils ont aussi racheté Instagram, qui est un réseau social basé sur la photo. Et là aussi, il y a de la donnée et de la publicité qui est capitalisée de manière très massive. Et Oculus aussi. Donc, Oculus, qui est cette entreprise qui fournit du matériel de réalité virtuelle, qui est un acteur important pour la réalité virtuelle. Et ça donne un côté corporation cyberpunk qui touche à des aspects technologiques très avancés. Et on est dans une période où justement tous ces événements sont en train de se dérouler sous nos yeux. Là aussi, tu parles de cyberpunk, on pourrait citer Neuralink d'Elon Musk, où il est justement en train d'essayer d'anticiper des interfaces cerveau-machine. Donc voilà, il y a tout un sentiment global qui favorise, je pense. Évidemment, je pense, enfin moi, une réaction comme ça à chaud, je me dis, bah oui, on voit beaucoup dans les films d'espionnage, des micros ou justement des agences, la NSC, etc., qui écoutent tes conversations et finalement, pour quelqu'un qui n'y comprend pas grand-chose, c'est ça qu'on voit dans les films. Alors on se dit, bah oui, en fait, j'ai un bug dans dans mon micro, mais c'est finalement une explication extrêmement simpliste alors que la technologie derrière est beaucoup plus complexe que ça, non? Elle est complexe aussi parce que quand on s'amuse à calculer, il y en a qui se sont amusés à calculer ce que ça représenterait de capter la donnée audio de tous les utilisateurs Facebook dans le monde avec leur smartphone. Et en termes de trafic de données, ce serait gargantuesque. En termes de stockage de données, ce serait tout aussi énorme. Et en termes de ressources pour arriver à retranscrire l'audio en texte et dans ce texte, arriver à identifier les thèmes qui sont forts pour t'attribuer un centre d'intérêt pertinent pour de la publicité, ce serait complètement édifiant. Si on s'amuse un petit peu et si on creuse d'un point de vue technologique, ce serait impensable. Pourtant, ce sont des entreprises qui ont des ressources incroyables en termes de data center. Ils sont pionniers sur des ressources de type intelligence artificielle pour analyser la donnée. Mais malgré tout, il y a toutes les bonnes raisons de penser, quand on connaît le fonctionnement de la tech aujourd'hui, de se dire à date, on ne peut pas certifier qu'ils ne nous écoutent pas, mais il est très improbable qu'ils aient des ressources suffisamment avancées en termes de stockage et d'analyse pour traiter une telle masse de données. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est dingue, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Ils arrivent à avoir beaucoup plus de signaux très pertinents sans aller nous écouter massivement de manière aussi grossière pour avoir des ciblages qui sont très fins. C'est là aussi où je pense que ça devrait nous faire peur plus sur cet aspect-là, finalement. Et puis un dernier truc aussi que je voulais signaler là-dessus, qui favorise ce sentiment, c'est que c'est très difficile de tester du coup. On peut s'en remettre qu'aux personnes qui connaissent un peu le fonctionnement de la tech, mais tu peux pas, toi, Jean-Michel, ou moi, Guillaume, demain, on peut pas s'amuser à se dire, tiens, je vais faire une expérience sur Internet, ou même d'ailleurs en me coupant d'Internet, mais juste en ayant mon smartphone allumé, prononcer des phrases, des mots-clés, ensuite prouver que parce que j'ai prononcé ces mots-clés sur des thématiques qui sont complètement exotiques à ma vie au quotidien, j'ai des publicités ciblées qui sont en rapport. Il y a des vidéos YouTube, vous en trouverez plein, des personnes qui disent avoir fait ces tests. Le problème, c'est que je pense que les auditeurs de scepticisme scientifique sont trop aguerris à ce que ça requiert comme rigueur de faire des tests pour très vite comprendre qu'il est très impossible de vérifier le fait qu'ils le font ou ils ne le font pas, de nous écouter massivement sur nos micros. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de domaines d'ailleurs, autres que la technologie, où on peut aussi difficilement faire des tests. C'est très dur de faire des tests à grande échelle en médecine, dans la biologie, dans les comportements sociaux, mais on a quand même suffisamment de matériel et de ressources pour se dire que si on s'en donne les moyens, on peut tenter de le faire. Ce sera probablement imparfait, très critiquable. La revue par les pairs est évidemment clé là-dedans, mais en matière de technologie, il paraît très improbable d'arriver à faire pareil sur un fonctionnement tel que celui d'un réseau social comme Facebook. C'est vrai. Ouais, c'est assez fascinant. Je peux comprendre le sentiment d'anxiété que les gens ont. C'est assez logique. Enfin, évidemment, il y a de quoi avoir des inquiétudes, mais bon, après, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne réellement et qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire. Je pense que la bonne conclusion, finalement, c'est que
comme je viens de le dire, il est très improbable que ce soit le cas. On ne peut pas prouver qu'ils nous écoutent massivement via des micros sur nos smartphones avec les applications. On ne peut pas prouver évidemment l'inverse. Je suis juste en train de me battre ces derniers temps sur des affirmations parce que je peux être amené à croiser beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs très souvent des personnes qui sont passionnées par la tech, qui sont très sachantes et qui connaissent bien les usages des nouvelles technologies, mais qui assez facilement affirment le fait que Facebook nous écoute, quoi. C'est des personnes qui peuvent être amenées à dire on doit se battre parce que Facebook, c'est sûr, c'est certain, il nous écoute. Et j'ai tendance à me battre contre ça parce que les réflexes qu'on peut avoir en matière de médecine, en matière de biologie et tous les thèmes que vous avez l'habitude, encore une fois, d'aborder dans le podcast, je pense qu'on peut les appliquer aussi à la tech et tout simplement faire preuve de prudence, ça me semble être opportun. Cool. Bah ouais, ça me paraît un bon mot de la fin. Ouais, c'est vrai que voilà, on peut être sachant, quelqu'un de connaisseur en technologie, et puis si on a un peu des prédispositions au conspirationnisme, vite foncer dans ce genre d'explications ou des choses comme ça. Ça me paraît. Tout à fait, tout à fait. J'aurai des petits liens que je te partagerai, Jean-Michel, Ah bah super, si ouais. jamais tu peux les mettre Pour dans les les notes gens de l'émission. qui veulent aller plus loin, ouais. Il y a un article qui détaille ce sujet et il y a un podcast que je recommanderais qui est assez passionnant sur le sujet. Bah voilà, j'espère qu'on aura un petit peu rassuré les auditeurs ou on les aura inquiétés dans l'autre sens avec les données. Mais bon, voilà. Oh, tous les zététiciens vont se mettre à essayer de dire des mots random. Il y en a plein qui font ces épreuves et ces tests-là. Alors surtout si vous le faites, dites-le dans les commentaires. Ce sera de toute façon intéressant d'avoir votre retour d'expérience, c'est sûr. Super, écoute. Un tout grand merci d'être venu parler de ce sujet. Et puis à une prochaine fois, Guillaume. Merci Jean-Michel. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.